Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Laurine Shine, qui est la fondatrice. Oui. On va reprendre tout de suite. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de post-prod, sauf si je me trompe dans les 30 premières secondes, ce qui peut arriver. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Laurine Shine, qui est la fondatrice de Label Boucle. Salut Laurine, ça va ? Salut, oui, ça va très bien, je suis très heureuse d'être là. On a refait 2 fois cette intro, enfin c'est la deuxième fois qu'on le fait parce qu'en fait tu es la fondatrice, oui. Mais tu travailles aujourd'hui avec ton associé qui est aussi ton compagnon Alexis Muller, qui est arrivé un peu après toi dans l'aventure mais qui te soutient depuis toujours. Ouais. Depuis toujours, cool. C'est quoi Label Boucle ? Eh ben, Label Boucle a une mission, c'est celle de répondre à tous les besoins des personnes aux cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus, grâce à notre boutique en ligne multimarque. Aujourd'hui, on a plus de 350 produits, mais aussi grâce à notre enseigne de boutique et salon de coiffure, et grâce à notre communauté qui est hyper engagée et qui participe au quotidien à célébrer la beauté des boucles au naturel. La beauté des boucles naturelles. Je vous montrerai les produits après, c'est très, très sympa. Un univers de marque qui est hyper intéressant, dont tu nous parleras, qui est fait par Label Grosse, hein, c'est ça, une agence La petite grosse, pardon. Label Boucle et la petite grosse. La petite boucle, le label, bref. Une histoire qui est hyper intéressante et on va y venir. Je vais venir sur les principaux sujets qu'on va couvrir dans un instant. D'abord, je voudrais remercier Paul-Louis Bénard qui est de chez Payplug et qui a permis cette rencontre. Voilà. Merci Payplug qui est un outil de paiement e-commerce et retail et qui m'a dit tu devrais rencontrer Laurine, elle a des choses incroyables à raconter. Et c'est vrai que ça fait 3/4 d'heure qu'on prépare l'entretien et je m'en rends compte. C'est pas ton origine à la base. Oui. L'optique, tu commences par là, ça. avant de te dire un jour, je vais arrêter d'être complexé par mes boucles et au contraire, utiliser les meilleurs produits pour les mettre en avant. Parce que je ne le savais pas, mais on en parlera, ça peut être un complexe d'avoir des jolies petites boucles. Tu n'as jamais fait d'ads avant octobre 2023, il y a quelques mois, la boîte elle a 5 ans, et malgré ça, tu es passé de 0 à 8,5 millions si on fait la somme du e-commerce plus des boutiques en chiffre d'affaires avant de te lancer dans les ads. Alors, tu l'as pas fait par magie non plus, parce que tu as une énorme communauté sur Instagram. Aujourd'hui, tu as 250 000 membres, mais c'est une communauté, ça fera aussi partie du sujet qu'on va aborder, que tu as créé très très tôt, avant même 1 an et demi presque, avant le lancement de Label Boucle. Autre sujet qu'on pourra aborder aussi, tu es autofinancé, donc c'est quand même magnifique d'arriver à ce stade en autofinancement et avec de la rentabilité évidemment, parce que quand on est autofinancé, on n'a pas le choix, point. Et voilà, on aura plein d'autres sujets aussi sur la création des produits, mais ce que j'aimerais vraiment creuser avec toi aujourd'hui, c'est ton approche du social media et comment est-ce que tu as fait se rencontrer ta communauté très engagée et des produits et ta boutique. Ouais. Ça nous fait un beau programme. C'est un beau programme, il y a plein de choses à raconter, mais c'est parti. Ouais. C'est un complexe alors d'avoir des boucles ? Je savais pas. Ouais. Vraiment, toutes les personnes aux cheveux bouclés ont été complexées quand elles étaient jeunes. Il y avait vraiment ce truc du diktat des cheveux lisses où moi, au collège, au lycée, je voyais vraiment tout le monde se faire des brushings, se faire des lissages. Et aujourd'hui encore, quand j'interroge ma communauté, il y a presque 90% des personnes qui ont déjà été très complexées par leurs cheveux bouclés. Et en fait, ça va au-delà de juste l'image esthétique. C'est l'utilisation de pratiques chimiques parce que les lissages, c'est vraiment hyper nocif pour le cuir chevelu, pour les cheveux, même pour la planète. Et donc, du coup, c'est vraiment une modification parce que la société nous a pas appris à célébrer la beauté naturelle de nos cheveux. Et donc, moi, j'étais la première concernée puisque j'étais très complexée quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune. Et à 20 ans... C'est surtout moins complexé. Ouais, je suis moins complexée. Ouais. Et à 20 ans, j'ai eu vraiment un déclic où j'ai vu que tous mes cheveux étaient vraiment brûlés par le fer à lisser, par les lissages, etc. Et je me suis dit, c'est pas normal, il faut que j'apprenne à aimer ma vraie nature. Et donc, j'ai mis mon fer à lisser au placard et j'ai commencé à taper sur Google, tout simplement, comment prendre soin de mes cheveux bouclés. Ça a été la première étape. Et il y a beaucoup de blogs américains à l'époque qui en parlaient parce que c'est un sujet qui est quand même un peu plus développé là-bas. Et donc, je me suis beaucoup inspirée de leurs conseils. J'importais à l'époque des produits des États-Unis que je testais chez moi. Je faisais un petit peu mes recettes dans ma cuisine, etc. Et ça a duré 3 ans où je me suis vraiment passionnée par les cheveux bouclés. Bon, on y viendra, va pas trop vite. Ouais. Je voudrais aussi parler du fait. Donc je savais pas que c'était un complexe, mais tu me l'apprends. Tu
tu commences par une formation dans l'optique. Ouais. Je suis opticienne de base. Opticienne de formation et tu es dans une famille d'entrepreneurs. Oui, mon grand-père est commerçant et mon père est chef d'entreprise dans l'informatique. Et l'optique, il y a un lien avec l'entrepreneuriat ? Non, c'est un jour mon père en rentrant qui a dit j'ai rencontré un opticien, il a monté 3-4 magasins, ça a l'air super, ça te correspondrait bien, tu devrais te renseigner. Et le lendemain, je cherchais l'école d'optique à Lyon, parce que du coup je suis lyonnaise, et j'envoyais mon inscription dans la foulée, quoi. T'es pas du tout influençable. Pardon. Très influençable. Non, mais c'était une période où, tu sais, après le bac, tu sais pas trop ce que tu veux faire et tout. Et en fait, moi, j'avais besoin de concret. Et là, c'était très concret pour moi de devenir opticienne. Il y a du retail. Il y avait un peu un avenir tracé. Tu vois, genre, tu deviens opticien, tu travailles en alternance et après, tu peux ouvrir ton magasin ou faire ta marque de lunettes. Enfin, tu vois, c'était très concret, quoi. Et j'avais besoin de ça. Et surtout, il y a l'entrepreneuriat. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'était vraiment l'objectif premier, tout à fait. Ouais, okay. Donc, tu es opticienne tu fais ton apprentissage, ensuite tu passes chez Paulette. Oui, donc Paulette qui est une marque de lunettes créée par des Français mais à Amsterdam, qui vend des lunettes en ligne, ils ont aussi des magasins. Et donc, je suis partie vivre à Amsterdam du coup avec Alexis pendant 1 an et demi et je conseillais des gens en ligne pour les aider à choisir leurs lunettes, à bien rentrer leur ordonnance, etc. Et donc, ça m'a permis de faire un premier pas dans le e-commerce parce que jusqu'à maintenant, j'ai travaillé 3 ans en magasin d'optique, donc j'ai tout appris du retail à cette période-là. Et après, plus le e-commerce. Donc au final, toute mon expérience d'opticienne m'a vraiment beaucoup aidée pour ce que je fais aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent mais du coup, ça sert à rien ce que tu as fait quand tu étais opticienne. Et non, à l'inverse, je trouve qu'il y a énormément de choses qui me servent encore aujourd'hui. Alors je trouve ça hyper intéressant parce que les opticiens, c'est rarement des boîtes où tu as 350 personnes et des postes très définis. C'est, j'imagine, dans la vaste majorité des cas, quelques personnes dans une boutique, il faut toucher à tout. Ouais, c'est ça. Nous, du on stock, était de la 3, compta, de l'encaissement, voilà, ouvrir la porte, fermer la porte. C'est ça. Et puis en fait, nos patrons, ils avaient beaucoup de magasins, donc en fait, ils nous laissaient en autonomie parce qu'ils n'étaient pas toujours sur place. Ils allaient un peu entre les différents magasins. Et on était trois jeunes opticiennes avec mes collègues, et en fait, on s'occupait vraiment de tout, du réassort, des stocks, du service client, du conseil client, un peu de compta. Enfin, vraiment, on faisait tout, quoi. Donc ça m'a tout appris. Voilà. Tout appris sur le retail, le business, le business de proximité, le petit commerce. Tu as l'expérience du digital chez Paulette quand tu es à Amsterdam en conseil en ligne, en fait, c'est ça, ouais. Même si j'agis pas directement au cœur du e-commerce, je vois en fait les différents posts qu'il y a autour de moi, je comprends en fait comment ça fonctionne et du coup ça me met un premier pas dedans, quoi. J'ai conscience de ce qui existe, quoi. Et comment on passe de ça aux boucles ? Et donc, du coup, en parallèle, donc à 20 ans, j'ai mon déclic. Pendant 3 ans, je me passionne. Et en même temps que d'être opticienne, je décide d'ouvrir ma page Instagram en décembre 2017 qui s'appelle La Belle Boucle, où je me dis, si j'ai été autant complexée, il y a forcément d'autres femmes qui le sont. Moi, j'avais eu la sensation d'avoir tout appris en 3 ans et j'avais qu'une envie, c'était un peu de leur livrer sur un plateau de façon très claire tout ce que j'avais appris pendant 3 ans et de leur dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai maîtrisé tous les conseils. Je suis passée de complexée avec les cheveux lisses à boucle décomplexée et naturelle. Donc, vous aussi, vous pouvez y arriver. Et en fait, en quelques mois, j'ai eu 10 000 abonnés en 10 mois. Et une communauté qui n'a fait que grandir et qui était très intéressée par ces conseils. Alors, on va revenir un peu sur cette année, mais chères auditrices, chers auditeurs, je vous prie de m'excuser pour ce joli cafouillage. On va revenir sur cette période. Tu la lances fin 2017, début 2018. Tu lances le WooCommerce, ton premier WooCommerce 1 an plus tard. Ouais. Mais juste, tu soulignes un point qui est quand même hyper important et dont on parle souvent dans le panier, mais devenez votre propre média. Si vous avez une passion, un intérêt, ou même si vous pensez lancer une boîte et que c'est pas une passion, mais parlez-en comme si c'était le cas. C'est facile, une newsletter, un podcast, une page Insta, un compte TikTok, peu importe, mais le jour où vous lancerez le business, d'avoir ce média, cette communauté, cet engagement et potentiellement que vous incarnez un sujet, ça fait toute la diff. Et ça l'a fait, je pense, en partie pour toi. Exactement, et en fait c'est un modèle qui peut finalement... Alors à l'époque j'avais pas du tout de réflexion stratégique, vraiment je faisais ça de façon ultra authentique et naturelle, je partageais au quotidien ce que j'utilisais à titre personnel, les conseils. En fait j'étais
tellement passionnée que c'était du partage très naturel. Mais aujourd'hui, avec le recul, finalement, c'est une forme, comme tu dis, de stratégie de lancement qui peut s'appliquer à tout, que ce soit le jardinage, la cuisine, la beauté, je sais pas, la mécanique, tout, en fait, tout le monde, quelqu'un qui est passionné par un sujet peut lancer un blog, un compte Insta, un TikTok. J'ai aussi lancé en parallèle mon blog sur WordPress et j'avais écrit un e-book aussi de quelques pages que du coup j'offrais aux gens en échange de leur adresse email. Et donc au moment où après j'ai lancé ma boutique en ligne, j'avais déjà une base email prête à recevoir mes newsletters. Mais quand tu as lancé ta page Insta en 2010, fin 2017, début 2018, tu avais déjà en tête de lancer ton biz ou pas? Ah non. Au tout début, j'avais pas d'intention, j'étais encore en train de faire mes études d'optique et c'était pas mon intention première. J'ai pas fait ça pour faire un business. Je l'ai fait vraiment par passion et un peu en me disant, bon, on verra où ça va me mener. Et puis en plus, le premier métier que j'avais en tête, c'était plutôt le métier d'influenceuse. C'était au moment où on voyait que ça pouvait être un vrai métier, on voyait les youtubeurs, les youtubeuses, etc. Et au début, je me suis plutôt dit, ah bah ça se trouve, je vais devenir une grande influenceuse dans la beauté, une grande youtubeuse, plutôt que de me dire, je vais ouvrir ma boutique en ligne, quoi. Donc c'était pas du tout prévu, C'était quoi. pas du tout calculé. Pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. J'essaie de retrouver les posts les plus vieux. Je suis à 293 semaines. Ça doit faire ça. Hein. J'ai pas les. C'est marrant parce que ils te mettent pas la. Tu sais, on met pas la date sur. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bah, en fait, si tu veux, mon rythme au quotidien, c'était je me levais le matin, je prenais mes photos, ensuite je partais en voiture dans mon magasin d'optique. Entre midi et 2, j'écrivais mon post et le soir, je rentrais chez moi et je postais. Et c'était ça tous les jours. Je faisais ça en parallèle et puis le week-end, je me filmais. Et du coup, je faisais vraiment ça en double vie à côté de mon travail, quoi. Je l'ai retrouvé. Il y a 320 semaines, ça fait 6 ans. Bah ouais, ça tombe juste, décembre 2018. 2017, ouais. Il y a 3 ans, je suis tombée amoureuse de mes cheveux bouclés après avoir passé des années à les torturer. Toi aussi, apprends à aimer tes bouclettes, abonne-toi et rejoins le club des décomplexés de la boucle. Et ben voilà, premier post. On peut croire quand on le lit comme ça que c'était tout calculé, tout hyper marketing et tout, mais je vous jure que non, c'était vraiment ultra spontané et je sais pas, j'ai senti qu'il y avait ce besoin et qu'il fallait y répondre, quoi. Ton deuxième post, c'est quel produit pour commencer sa routine naturelle. J'ai débuté avec la gamme, blablabla. Donc les produits sont très vite intervenus dans ces conseils, en fait. Le produit est au cœur de ce que je faisais déjà à la base, quoi. Quand on préparait cet entretien, tout à l'heure, je t'ai dit, ah, putain, tu me fais chier. Parce que c'est beau, c'est une belle croissance, c'est un super chiffre, t'es autofinancé, tu l'as fait. Voilà. J'ai envoyé ce matin une newsletter du panier. On enregistre le 30 janvier, je sais pas quand l'épisode sort, mais j'ai envoyé ce matin la newsletter du panier qui disait que j'ai un pote qui m'a dit cette semaine j'ai arrêté le panier. J'ai arrêté le panier parce qu'il y a trop d'histoires incroyables et que quand t'es dans le dur de l'entrepreneuriat, et tu peux y être, c'est un peu décourageant de... Voilà. Je peux essayer de trouver des trucs décourageants si tu veux. Non, mais je voudrais surtout que tu m'expliques que c'est pas simplement de la magie et de la chance. Non, alors la chance compte pour beaucoup, mais à la fin de l'année... J'aime pas trop ce mot chance, à vrai dire, dans mon quotidien, parce que en fait, ouvrir une page Instagram... on peut croire que c'est facile. J'ai déjà eu des remarques genre oui, de toute façon, c'est juste, t'es juste influenceuse, t'as juste créé une page Instagram, c'est pas très compliqué, quoi. En plus, c'est gratuit, donc voilà. Sauf que en vrai, j'ai mis des semaines avant de chercher un vrai nom qui allait être impactant. Et juste le fait de créer sa page et poster le premier truc, en vrai, c'est une action quand même. Et que si tu le fais pas, bah, tu peux pas espérer changer les choses ou changer ta vie. Et pour moi, c'est pas de la chance, c'est vraiment que des actions. Alors après, c'est des opportunités grâce aux actions. Mais j'aime pas trop dire que c'est de la chance. C'est tellement de travail, tellement de sacrifices. Franchement, j'étais étudiante en alternance. Je travaillais 35 heures par semaine de 9h à 19h tous les jours. J'allais à l'école, je faisais 1 heure de voiture le matin, 1 heure de voiture le soir. Et en fait, je faisais ça peut-être 3 heures par jour en plus. Et il n'y a pas tous les jeunes de... J'avais 23 ans à l'époque. Je sortais pas, je buvais pas, je mettais tous mes sous de côté. Donc c'est quand même beaucoup de choix qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis là, tu vois. Donc j'aime pas trop parler de chance. Alors, je parle de chance comme d'un facteur. Ouais. Tu peux faire 99 marches, la chance aura son impact. Ouais. Alors, oublions la chance, mais le hasard, peut-être le hasard aura son impact dans la réussite d'un projet. Je suis d'accord avec toi, la chance, il faut la provoquer, ou en tout cas, le hasard, il faut le provoquer. C'est clair que en bossant 3 heures par jour, tu as plus de chance qu'en bossant 10 minutes par jour. Chance, j'y suis revenu, pardon. Tu auras plus d'impact sur ton avenir et sur ton destin et ta trajectoire qu'en bossant 10 minutes par jour. Donc je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de secret, il faut bosser, point.
Maintenant, je pense sincèrement que dans une réussite, le facteur chance, le facteur hasard... J'ai de la chance d'être née avec les cheveux bouclés. Ok, ça me va, deal, très bien. Non, mais je suis d'accord, il y a des rencontres aujourd'hui qui sont quand même du facteur chance et qui ont changé mon parcours business. Tu vois, là, même aujourd'hui, je suis là. D'une certaine façon, c'est une sorte de différents moments de chance. Que tu as provoqué un peu. Que j'ai provoqué, mais bien poussé, sûr, quoi. je suis d'accord. Ouais. Voilà. Mais il faut aussi rappeler que même des choses qui peuvent paraître très simples, comme ouvrir une page Instagram et poster tous les jours, en réalité, il n'y a pas tout le monde qui le fait et c'est vraiment du vrai travail, quoi. Un an, tu commences avec ce premier post que j'ai lu tout à l'heure. Un an plus tard, tu as 10 000 followers, mais tu as aussi un moment commencé à te dire tiens, je vais récolter des adresses email. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Je pense que avec les mois qui passaient, je me rendais compte qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Voilà, moi j'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat, donc j'écoutais déjà à l'époque des podcasts, etc. Et on entendait partout que avoir des adresses email dans ses contacts, même si on n'en faisait rien pour le moment, ça valait de l'or, quoi. Et en plus, c'était gratuit. J'ai juste écrit quelques pages de e-book que les gens ont téléchargé gratuitement en échange de leur adresse email. Et donc, ce qui m'a permis d'avoir déjà une base de potentiels clients pour ce que j'allais faire après, même si je ne savais pas encore à l'époque ce que j'allais faire après, quoi. Comment tu en as parlé de ton e-book sur ton compte Insta ? Ouais, sur mon compte Insta. Je disais, en fait, sur Instagram, c'est pas hyper bien rangé, les posts et tout. T'as un peu du mal à retrouver les conseils. Il y avait beaucoup de personnes qui me posaient tous les jours la même question. Et plutôt que leur dire, va voir mon post il y a 3 semaines et tout, je leur disais, télécharge mon e-book. Dedans, il y a tous les conseils qui sont répertoriés et t'auras tout dans ton PDF. Donc, ça me permettait de leur donner plus de conseils comme ça. Le e-book, tu l'as fait toi-même sur... Ouais. T'as pris Google Doc ou en Word, j'en sais rien. Et je me souviens plus si j'avais déjà Canva à l'époque, mais aujourd'hui c'est du Canva, quoi. Ok. Mais bon, ce que je veux dire, ou ce que je veux te faire dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Oui. Est-ce que tu as 3 conseils à me donner sur cette première année et le lancement de ta marque et de ton compte ? Je pense que ça revient un peu sur ce qu'on disait, le débat de la chance, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des idées et en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Des personnes qui ont envie de parler, comme tu dis, qui sont passionnées, qui ont plein de sujets, qui disent je rêverais de faire de cette passion mon métier. Il faut, pour moi, il y a un début à tout et en plus gratuitement. C'est-à-dire que là, c'est l'exemple d'Instagram, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de TikTok. Il y a plein d'autres choses, même un blog aujourd'hui. Je trouve que c'est sous-estimé un blog, mais ça peut vraiment bien marcher, quoi. Et pour moi, c'est pas le passage à l'action qui fait la différence aussi. Donc, faut pas hésiter. Quand on est passionné, vous serez les meilleurs pour en parler. Ça fait que un conseil. Tu m'as dit 3, mais c'est beaucoup 3. Tu m'en donneras d'autres après sur les lives. Tu m'as dit tout à l'heure que tu proposes des produits à ta communauté sur ton compte Insta et que tu réalises que 3 minutes après, les nanas ou les mecs, j'en sais rien. C'est quand même 90% de femmes, donc tu peux dire les femmes. En tout cas, l'audience achète. Voilà, en fait, du coup, comme tu l'as vu, dès le 2e post Instagram, je parle de mes produits. Et donc, forcément, quand on voit les résultats, les abonnés demandent, tu les as achetés où les produits, c'est quoi ce que tu utilises, etc. Et donc, je les envoyais soit dans des magasins ou sur d'autres sites internet, puisque à l'époque, j'avais pas le mien. Et elles me répondaient vraiment 5 minutes après en disant c'est super, j'ai validé ma commande, je te tiens au courant de ce que ça va donner. Et c'est là, à force de voir ce genre de retour, où je me suis dit, mais ça serait génial que j'ai mon propre site où je peux vendre les produits que j'utilise vraiment, en fait, ce qu'il y a dans ma salle de bain aujourd'hui, j'ai envie de les proposer à la vente et c'est comme ça que j'ai eu le déclic, quoi, et que j'ai voulu commencer. Tu fais un peu de sous pendant cette année ? Oui, du coup, j'avais quand même, mine de rien, une petite carrière d'influenceuse puisque je faisais un peu d'affiliation avec les produits que j'utilisais. Du coup, quand j'envoyais les liens, c'était des liens affiliés, ce qui m'a permis de cumuler à peu près 7 000 euros comme ça, de revenus d'influence, quoi. Que j'ai conservé du coup, parce que du coup comme j'étais opticienne, j'avais mon salaire d'opticienne à côté et je me suis dit on sait jamais, peut-être que ça m'aidera dans un projet un jour, tu vois, facteur chance, il y a des gens qui auraient tout dépensé, donc ça c'est aussi je pense un critère qui m'a permis de réussir derrière, parce que ces 7 000 euros c'est le début de la création de l'entreprise, quoi. Ce serait encore faisable aujourd'hui ? Ouais, je pense que même tu peux encore mieux gagner ta vie en influence aujourd'hui. Et de créer un compte et d'avoir 10 000 followers au bout d'un an et d'en faire un business ? Sur TikTok, je pense que oui. Instagram, c'est plus compliqué maintenant.
Parce que ça a vraiment changé, l'application elle a vraiment changé. Même moi, je vois aujourd'hui, j'ai des courbes de croissance beaucoup plus faibles qu'au début. Il n'y a plus la même façon d'utiliser l'outil. C'est très business maintenant. Enfin, il y a beaucoup ce truc de pub, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus authentique. Donc, je pense qu'Instagram, c'est plus difficile aujourd'hui. Et j'ai pas vérifié, t'es présente sur TikTok? Je suis très très peu présente sur TikTok. Très peu présente. Donc tu mets un peu d'argent de côté, 7 000 € en un an, c'est cool, hein, Bah oui. À 20 ans, c'est ça, 21 Ouais, ans 23, 24. 7 000 € de côté en parallèle de ton alternance dans l'optique ou de ton boulot dans l'optique. Et tu te dis j'y vais. Donc en 2019, un an plus tard, un an et demi plus tard, tu crées ton premier WooCommerce. Voilà. Bah, en fait, j'avais mon blog sur WordPress que je transforme du coup en WooCommerce. Astuce de blog, c'est que grâce à tous mes articles de blog, j'étais première sur Google de tout le champ lexical du cheveu bouclé. Donc, tu avais beau taper masque capillaire cheveux bouclés, recettes de soins, shampoing cheveux bouclés, brosse cheveux bouclés, tu tapais tous les mots. J'étais première sur Google grâce au blog. Que les articles de blog. Mais donc, tu as bien alimenté ton article, ton blog en parallèle de tes posts sur Insta. Oui. Et tu l'as fait depuis le début, ça? Quasiment, ouais. Ok, donc tu avais l'Insta en parallèle du blog. Oui. Et le blog, il était où? Sur WordPress, labelbook.fr. Labelbook.fr. Ouais. Donc au bout d'un an, tu as du SEO naturel, tu as du juice, du Google Juice. Tu as tes 10 000 followers, tu as récolté des adresses email. Tu as combien d'adresses email? Je me souviens plus. Mais je sais qu'au moment où je lance la boutique en ligne, j'ai 30 000 abonnés à peu près. Sur Insta. Sur Insta, ok. Donc tu vois, je sais pas, peut-être 5 000 abonnés, newsletter ou 10 000. C'est quoi le déclic à ce moment-là? Bah, je me dis, en fait, si j'ai 30 000 abonnés sur Instagram, je me dis, le facteur risque est quand même assez faible. Je me dis, c'est pas possible que personne n'aille commander ces produits sur ma boutique. Et je me dis, en fait, je donne tout parce que je me dis, je peux pas les décevoir. Ça fait pour certaines 1 an qu'elles me suivent, qu'elles achètent ailleurs, sous mes conseils en plus. Et je me dis, maintenant, il faut que je donne tout pour qu'elles aillent acheter sur ma boutique, quoi. Ok, sauf que... avoir géré une boutique d'optique, un opticien, ou avoir posté des photos sur Instagram, je réduis, enfin tu vois, c'est volontaire, versus aller négocier avec les 10 premières marques que tu as sélectionnées, c'est pas le même métier. En fait, j'avais déjà des bons contacts avec les marques grâce au compte Instagram, parce que forcément à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup d'influenceuses qui parlaient de cheveux bouclés, donc les marques, elles ont repéré tout de suite ce que je faisais, et donc j'étais déjà en contact avec les équipes des marques principales. Et donc je leur ai tout simplement écrit, appelé, en leur disant, bah voilà, j'ai une idée, vous en pensez quoi? Est-ce que vous me suivez si je lance ma boutique en ligne? Et toutes les marques ont dit oui. Question candide, mais elles avaient, c'est des marques qui distribuaient en propre aussi, en direct consumer. Elles distribuaient en propre. À l'époque, le marché n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, donc elles rajoutaient une voie d'audience, un bassin d'audience, pardon. Ouais. Okay. Après, elles étaient un peu distribuées, mais c'était pas énorme, quoi. C'était vraiment le début du marché. Elles ont accepté de te suivre. Ouais. T'as négocié? Au début, c'était pas mon fort. J'étais tellement, je pense, un peu dans l'innocence et aussi l'excitation du truc que je pense que j'ai accepté au début. Puis j'avais pas d'idée des quantités que j'allais faire. Et je me souviens que les premiers stocks que j'ai achetés, en fait, en 1 semaine, je repassais déjà commande. Et j'ai commencé quand même petit pour au final passer des plus grosses commandes. Donc j'ai négocié après. Mais sur le moment, dès l'ouverture, j'ai pas négocié. Donc tu crées ton WooCommerce qui vient prolonger ton WordPress que tu as lancé 1 an plus tôt. Non, pardon, oui, c'est ça, que tu as lancé ton blog que tu as lancé 1 an plus tôt. Je ne l'ai pas dit, ton papa est entrepreneur dans l'informatique, tu bidouilles depuis toute jeune, c'est ça? En fait, j'ai eu un ordinateur dans les mains à 3 ans. Pardon. Et du coup, dès l'adolescence, je codais un petit peu des forums, des blogs, plein de trucs. J'ai appris Photoshop toute seule, etc. Et donc, c'était naturellement que je me suis dit, je vais créer mon site toute seule, quoi. Et pareil, j'ai passé 1 mois. Donc, ça a duré vraiment 1 mois, la création du WooCommerce. Et j'ai fait toute seule... de A à Z. Donc tu crées ton WooCommerce, tu as ta base email parce que tu offrais des livres blancs, tu as ton blog qui a du SEO et du trafic, tu as tes 30 000 followers sur Insta, tu crées ta boutique, tu appelles des marques pour distribuer leurs produits. Oui. Tu t'improvises e-commerçante? Tu les stockes dans ta cuisine, dans ta chambre? Non, dès le premier jour, je prends un logisticien. Pour la petite histoire, je tape sur Google logisticien Lyon et je repère un entrepôt qui est à 10 minutes de chez mes parents. Moi, à l'époque, j'habite à Amsterdam, donc pas moyen d'y aller. J'appelle ma maman et je lui dis, tu veux pas aller voir l'entrepôt, c'est à 10 minutes, il va te recevoir, juste regarde et dis-moi si ça a l'air pro, si ça a l'air propre et tout.
Elle me rappelle dans la journée et tu vois, elle avait juste bu un café avec le logisticien. Quoi. Elle me dit, oh bah il a l'air très sympa, je pense que tu peux lui faire confiance. Et donc j'arrive, voilà, il voit une petite jeune arriver avec son idée de e-commerce. Et à l'époque, il me propose le forfait startup qui était, je sais plus combien c'était, mais c'était un maximum de 250 commandes par mois. Et il me dit, ça sera super pour ton projet, etc. Donc je prends ça. Donc tout le stock que j'achète arrive directement chez ce logisticien. Lui, il prépare les commandes et il les envoie. Tu l'achètes en direct ton stock, hein? Oui, j'achète mon stock en direct. C'est pas une marketplace, c'est ouais. vraiment notre stock. Ouais. Au bout de, je crois, 4-5 jours, il m'appelle et il me dit, par contre, le forfait startup, c'est fini là. Ça fait 4 jours que tu as ouvert et en fait, il n'y a plus le forfait startup, quoi. On avait fait 250 commandes sur à peine la première semaine. Ok. Et du coup, je suis passée en forfait normal, quoi. Et là, ça fait 5 ans qu'on travaille avec lui. Et aujourd'hui, c'est toujours le même. On est devenu son meilleur client. Tu veux donner son nom ou pas? Ou tu veux le garder pour toi? C'est le réseau iLogic. Donc, c'est E-Logic, L-O-G-I-K. Et ils ont plusieurs entrepôts partout en France. Et nous, on a celui de Lyon. Je suis sûr que les mecs se sont dit, c'est une super idée ce nom, illogique. C'est marrant parce que, bon, bref. Et donc, voilà, après, ils ont pris un deuxième entrepôt pour stocker notre stock. Voilà, aujourd'hui, on a presque 1 million de valeur de stock, de stock chez lui. Et il s'occupe de tout. Donc non, je n'ai jamais fait de carton de mes petites mains. Tu t'es renseigné un peu pourquoi tu as décidé de prendre un logisticien? Parce que justement, en fait, je pense qu'il y avait ce truc où je me suis quand même dit ça va forcément marcher de par la communauté, etc. Et déjà, j'habitais à Amsterdam, donc compliqué quoi, de faire les colis, de les envoyer. Maman est gentille, voilà. mais bon, C'est ça allait pas être ma mère qui allait tout faire. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu la plus grosse dépense. J'avais pas vraiment dépensé pour le site, etc. Mais je me suis dit, je me vois pas faire tous les cartons et tout. Donc ça a été facteur clé de succès pour moi, ça. Ok. Tu te souviens de ta première commande? En fait, je me souviens du lancement, le soir du lancement. J'ai lancé, tu vois, en fin de journée. Mais je me souviens pas de la première commande. Oui, en plus, t'es à Amsterdam. Ouais. Tout est géré par le logisticien. Une fois que la commande est passée sur ton WooCommerce, tu lui envoies, ça part. Au tout début, j'avais pas pris l'option parce que je voulais pas trop payer non plus, donc c'était à moi de rentrer manuellement les commandes dans le logiciel du logisticien. Donc export CSV que tu retravailles, que tu vas déposer. Je crois même pas, parce qu'avec WooCommerce c'était mal fait et tout, du coup je devais faire à la main, donc parfois je me trompais dans les codes postaux, les trucs, ça partait pas au bon endroit et tout. Mais ça très très vite je lui ai dit non mais donne-moi l'option, là c'est bon je vais payer, parce qu'au bout de 100 commandes rentrées à la main j'en avais déjà marre, tu vois. Et puis passer du temps sur la logistique, c'est du coup pas passer du temps sur Instagram. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ce qui me rapporte le plus de ventes, c'est le contenu, quoi. Quand est-ce que tu t'y mets à plein temps? En mai 2019, quand j'ai lancé le WooCommerce. Ah, au moment du lancement? Au moment du lancement. Okay. Un mois avant le lancement, un mois pour faire tout le site. Et après, c'était parti, quoi. Ok. Bon, c'est cool. 2019, tu lances en mai, ça fait donc à peu près 7 mois. Tu fais combien sur la période? Du coup, sur les 7 mois, j'ai fait 650 000 € toute seule sur 7 mois. Ok. Toute seule, depuis Amsterdam? Depuis Amsterdam. Il y a un moment où tu dis je vais rentrer en France? Voilà, en fait je rentre en France parce que plus trop gérable à distance. Moi en plus j'étais loin du logisticien, loin de mes partenaires, les marques, etc. J'avais de plus en plus envie de vraiment vivre le truc en direct, parce que quand t'es à distance comme ça c'est un peu difficile. Et donc on rentre vraiment que pour la Belle Boucle, parce qu'en soi Amsterdam c'était une période de ma vie incroyable et je conseille à tout le monde d'aller visiter cette ville, c'est trop bien. Et donc on rentre pour la Belle Boucle et à cette époque le 11 c'est avec Alexis, c'est avec Alexis du coup. Ton associé aujourd'hui, oui. Avec qui et qui rentre en même temps que toi. Et on rentre ensemble, lui pareil il termine son travail à Amsterdam. Et en fait, moi, je suis complètement débordée par la Belle Boucle et plus du tout le temps de tout faire. Et donc, se pose la question de soit il retrouve un travail à Lyon, soit il me rejoint officiellement dans l'aventure. Parce que à côté de ça, il a toujours été là quand même pour moi, à m'aider sur 2-3 trucs, à me conseiller. On se connaît depuis 11 ans, donc il m'a connu les cheveux lisses et complexés. Donc, il m'a même aidé dans ce retour au naturel et tout. Donc, tu vois, il a été même un soutien psychologique à l'époque, quoi. Et donc en fait assez naturellement on dit oui non mais là t'as raison, j'ai vraiment trop de travail, vas-y
te donne un peu d'opérationnel. Donc, il a commencé avec le service client. Donc, c'est lui qui répondait aux problèmes du service client. Ensuite, il a repris le réapprovisionnement des stocks en direct avec les fournisseurs. Avec Illogic. Voilà, avec Illogic, avec les fournisseurs et tout. Et puis, en fait, on s'est fait confiner en 2020 quand on est rentré, quelques mois plus tard. Et là, la boutique a explosé. Donc, on s'est vraiment retrouvés tous les deux avec une explosion de visites et de commandes sur le site. Et on faisait on s'était aménagé un petit bureau dans l'appart et on n'a fait que bosser sous le confinement à deux, quoi. Vous étiez donc que tous les deux en 2020. Ouais. Tu avais fait 650 en 2019. Oui. Sur 7 mois, tu fais combien en 2020 ? 4 millions. Tu vois, c'est ça qui m'emmerde. J'ai promis ce matin dans la newsletter de dire je ferai un effort pour ne pas juste être c'est vrai que le confinement était un mal pour un bien, mais en fait, il y a eu beaucoup de clientes, même actuelles, qui nous sont connues à cette période parce que les femmes ont arrêté d'aller au travail, donc elles ont arrêté de se lisser les cheveux parce que beaucoup de femmes se lissent les cheveux pour aussi le côté société et être plus présentable. Voilà, c'est une idée reçue qu'avec les cheveux lisses, t'as l'air plus pro, t'as l'air plus présentable. Et donc, beaucoup de femmes n'ont plus besoin d'aller travailler pendant le confinement et donc arrêtent de se lisser les cheveux et redécouvrent en fait qu'elles ont des boucles. Et donc, finissent par tomber sur notre boutique en ligne, sur mon compte Instagram. Et c'est comme ça que vraiment, ça a été une année quand même d'évolution incroyable pour nous. Et c'était une période qui restera jamais à marquer dans mon esprit et dans celui d'Alexia aussi, parce que c'était incroyable, quoi. Quelle est la part d'Insta et de création de contenu dans cette période, sur l'année 2020 ? T'es quand même passé de 650 sur 7 mois, donc on va dire que t'aurais fait quoi ? Peut-être 900, comme c'était une année de lancement. T'as quand même fait un x4, en gros, en un an. Pourquoi ? Pas pourquoi, comment ? Vraiment, le confinement, je pense qu'il y est pour quelque chose. Et puis après, le reste du confinement, ça a fait que la Belle Boucle a pris en notoriété aussi. Mais c'est vraiment les contenus. Plus le fait que t'avais assis une certaine en tout cas sur les réseaux sociaux et principalement Instagram, il y avait vraiment une notoriété qui faisait que grandir sur cette année-là, quoi. Okay. Mais encore aujourd'hui, le rythme de contenu, je faisais plus de contenu à l'époque quand même, et puis en 2020 aussi, parce qu'il y avait plus de temps, etc. Mais finalement, la stratégie n'a pas tant changé qu'aujourd'hui, quoi. En 2020, je faisais un peu le même style finalement de contenu qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement, c'est plus grâce à Instagram, quoi. Tu regardes ? Mais alors c'est intéressant parce que je suis du coup l'aventure, mais là je suis encore à Amsterdam, donc c'est que t'es pas encore entré en France. Donc du temps pour s'occuper de ses boucles et ne plus se lisser les cheveux. Le fait que tu as assis une certaine notoriété et que du coup tu es facilement trouvable ou qu'on parle de toi, qu'il y a du bouche à oreille. Une prise de conscience écologique de la part des consommatrices, parce que pendant le confinement, il y a toutes ces problématiques aussi qui se soulèvent. Et le fait que nous, on propose vraiment que des produits d'origine naturelle et un retour au naturel avec une confiance en soi, de prendre soin de soi, de s'accepter tel qu'on est, etc. J'ai l'impression que ça a vraiment été un déclic pour beaucoup de personnes en 2020. Et nous, on répondait très bien à cette demande. Donc, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Ok. Tu distribues encore des produits à ce moment-là d'autres marques, hein, c'est ça, pardon. T'as pas encore créé ta marque à toi. C'est ça. En 2020, je commence à contacter des usines, des labos, etc. Donc l'idée est là. En même temps, c'est en 2020 aussi avec Alexis qu'on a l'idée du premier point physique, donc la Belle Book Studio. Donc ça, c'est la première idée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'on est capable de répondre aux besoins de produits. Nos clients trouvent tous les produits qu'elles veulent sur notre site. Mais la deuxième problématique, c'est le coiffeur. Parce qu'en France, la formation de base des coiffeurs ne tient pas compte des cheveux bouclés. Donc, aucun coiffeur n'apprend à coiffer les cheveux bouclés dans sa formation initiale de base. Et c'est ça aujourd'hui la problématique aussi. Pourquoi les femmes sont complexées par leurs cheveux bouclés ? Parce que les coiffeurs professionnels n'ont jamais appris. Et donc du coup, quand on voit que même un professionnel de la coiffure ne sait pas prendre soin des cheveux bouclés, pourquoi nous, on saurait le faire, quoi ? Parce qu'on trouve même pas de conseils chez les pros. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais à l'époque, c'était un vrai problème. Et donc, j'avais sondé à l'époque mes abonnés et elle m'avait dit, il y avait 80% qui n'allaient plus chez le coiffeur
parce qu'elles avaient peur d'aller chez le coiffeur. Et c'était vraiment les mots qui ressortaient. Elles disaient je pleure en sortant de chez le coiffeur parce que je ressemble à rien, ils vont détruire mes boucles, j'ai peur d'y aller, j'y suis pas allée depuis 10 ans, je me coupe les cheveux moi-même. C'était des vraies problématiques qui ressortaient et j'avais envie de répondre à ce besoin, quoi. Donc ça, c'est le studio. Oui. Et les produits ? Et les produits, moi j'avais envie d'apporter quelque chose d'innovant aussi. Donc quand j'ai commencé à imaginer le premier produit, qui est juste ici, la crème gel, si tu veux la montrer, j'ai imaginé un produit innovant. En fait, comme tu dis, on vendait déjà beaucoup de produits de différentes marques sur notre site et j'avais pas envie de copier ou de faire un produit qui existait déjà. Et donc du coup, j'ai créé ce produit qui est un produit 2 en 1, un produit coiffant, parce que ce qu'on cherche le plus quand on a les cheveux bouclés, c'est comment avoir des boucles bien formées, sans frisottis et qui tiennent plusieurs jours. Et donc C'est quoi un frisottis ? Un frisottis, c'est quand ça fait un petit peu un effet paille, un effet mousseux, tu vois, quand ça gonfle un peu. Tu vois, un peu le cliché de la femme, elle se prend la pluie et après, elle gonfle comme ça. Le mouton. Voilà. Okay. Et bien, c'est ça. Et donc, du coup, je crée la crème gel, qui est un produit 2 en 1, un mix entre une crème et une gelée. Sur ma boutique, il y avait beaucoup de crème, beaucoup de gelée, mais il n'y avait pas de crème gel. Et donc, j'ai créé avec ma formulatrice cette texture innovante qui est devenue un best-seller aujourd'hui de la boutique. On y revient dans une seconde. Toutes ces idées, elles naissent en 2020 et elles se concrétisent en 2021. En 2021, c'est ça, voilà. Bon. En 2021, tu te passionnes pour un sujet. Ouais. T'en parles. Tu recommandes des produits, t'en vends et t'en fabriques. Oui. L'histoire s'est faite comme ça et c'est très bien, puisque jusqu'à présent, tu réussis, donc c'est super. Est-ce que tu aurais pu aller plus vite ? Ou non. tu veux raccourcir des étapes ? Non, franchement, je pense que ça allait déjà très vite. Je pense que c'était un vrai challenge, justement, cette croissance, cette hyper-croissance, parce que en 2021, c'est là où on a commencé à recruter une équipe. On s'est retrouvés rapidement à 8, tu vois, au siège, côté e-commerce. Mais en fait, avec Alexis, on gérait notre équipe de la même façon que quand on n'était que 2. Enfin, tu vois, en fait, c'est allé tellement vite. On n'a pas eu le temps de vraiment aussi se former, structurer l'équipe, avoir des bases, voilà. Et ça, je pense que ça a été un challenge pour nous en 2021. Du coup, en parallèle, on a ouvert aussi notre premier studio à Lyon. Donc pareil, on a recruté 10 nouvelles personnes en plus, parce que chaque studio, c'est à peu près 10 nouvelles personnes. En parallèle, on lance aussi notre produit. Et en fait, ça a été vraiment une phase d'hyper-croissance, mais je pense grâce au Covid aussi, finalement. Et donc, je suis très contente de ce rythme, mais ça a été un vrai challenge de vivre ça, quoi. Ce qui est hyper intéressant et que pas mal d'auditeurs ou d'auditrices doivent se dire à ce moment-là, c'est que cette phase d'hypercroissance que tu as connue en 2020 avec le Covid et juste après, c'est faite sans acquisition, sans dépenses médias. Ce qui a quand même dopé, voire trompé, pas mal de commerçants et e-commerçants qui se sont dit waouh, je fais de l'hypercroissance, mais en dépensant. Et quand les coûts ont augmenté, se retrouver un peu dans la mouise. Toi, c'est pas le cas. Alors, on y viendra plus tard, mais t'as. Non, t'as pas stagné. J'allais dire que t'avais stagné en 2021. Ça, c'est sur les dernières années. Les dernières années, on a fini quand même, tu vois. En 2021, du coup, grâce à mon équipe et l'ouverture du studio à Lyon, on fait plus 75%. Ouais. Donc, on finit à presque 7 millions à peu près. Donc, tu passes de 4 à 7. De 4 à 7, voilà. Donc, quand même, croissance... c'est pas pareil. En fait, l'entreprise, normalement, tu la gères pas de la même façon quand tu fais 600 000, 4 millions, 7 millions et on n'a pas eu le temps, en fait, de s'adapter. Jusqu'à encore 30 personnes, c'est moi qui faisais les fiches de paye, quoi. Jusqu'à 30 personnes, vous êtes combien aujourd'hui ? On est 45. Ok. Ça peut être très dangereux, l'hypercroissance. Oui. Et en plus, ça peut être une grosse tension sur ta trésor et ton BFR qui peut mettre pas mal de boîtes dans la mouise. Je reviens sur le lancement de tes produits sous la marque Label Boucle. Oui. Donc, tu trouves une formulatrice indépendante. C'est un métier. C'est un métier, donc à Lyon, elle a son laboratoire et son métier, c'est de créer des formules pour des marques de cosmétiques. Donc, ses équipes travaillent avec mes équipes. On part d'une feuille blanche. Moi, j'expose les ingrédients principaux que je veux voir dans un produit, la texture que je veux obtenir, la couleur du produit, enfin la couleur de la texture. Voilà, je fais mon brief, quoi. Et puis après, on démarre les premiers tests. Alors, en général, ça prend au moins 1 an de développer un produit à partir du moment où on a l'idée jusqu'au moment où on peut le commercialiser. Minimum 1 an. Parce qu'on part d'une feuille blanche et parce qu'on veut vraiment créer des choses innovantes. Et ensuite, une fois qu'on a la formule, c'est un peu comme une recette de cuisine. Tu vas avoir une usine. Donc, nos usines sont en France aussi.
On en a une d'ailleurs, là, ce produit, le shampoing, est fabriqué à 30 minutes de mes bureaux dans la région lyonnaise. Donc, hyper fière aussi de pouvoir avoir une production un peu locale, quoi. Et donc, tu vas avoir une usine, tu vas avoir un producteur de tubes aussi, parce que donc ça, c'est une autre usine qui fabrique les tubes. Nous, on fait des tubes en plastique recyclés et recyclables, fabriqués en France. Donc ensuite, l'usine fabrique la matière que tu as à l'intérieur des tubes. Ils mettent tout en conditionnement et après ça va chez Illogic, l'entrepôt, pour ensuite partir chez nos clients. Mais on s'improvise pas faire des produits comme ça. Donc tu as la formulatrice qui fait ta formule, mais pour le reste tu te fais accompagner. C'est elle. Non, pour le reste, c'est quoi le reste? Aller trouver une boîte qui fabrique des tubes, une boîte qui fait de l'impression. Après tu sais, en fait elle forcément elle connaît du monde, donc elle me met sur des pistes aussi. Mais après aujourd'hui, tu peux quand même trouver. Ah non, je sens, mais en fait, il y a un opercule. Il y a un opercule. Mais le shampoing, tu pourras te laver les cheveux avec le shampoing. Ouais, ça fera plaisir à ma compagne. Donc oui, après, grâce à notre formulatrice, c'est sûr qu'on a eu des contacts pour les usines et les tubes. Après, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Google est ton ami. Quoi. Comment tu as trouvé ta formulatrice? J'ai tapé formulatrice Lyon sur Google. C'est vrai? Oui. Ok. Comme le logisticien. Ok, tu fais des tests? Oui, alors ça, c'est elle qui gère tout par contre. Toute la partie vraiment labo, réglementaire, etc., c'est elle qui fait. Combien ça coûte? Nous, chaque produit, ça coûte entre 5 000 et 7 000 euros. La création de la formule. De la formule. Voilà. Okay. Après, tu payes en plus le tube, l'usine, la prod. Et évidemment. C'est des coûts différents. Et dans ce que tu m'annonces là, tu m'as dit quoi, 5 à 12? Non, 5 à 7. 5 à 7 000? Ouais. Un produit. Et t'as la validation? Il faut les faire valider, non? Il y a quelqu'un qui met son tampon dessus? Non. Personne? N'importe qui peut faire un shampoing? Bah oui. Pardon, excuse-moi, c'est une question mais totalement candide et naïve. Il n'y a pas... en fait, ça passe. Il y a des tests. On le mange pas. Il y a des gros tests réglementaires, plusieurs mois où tu vois le produit il tourne dans un truc où ça va. T'as des températures extrêmes, tout ça pour voir. C'était ça ma question. Mais ça, c'est réglementaire? C'est réglementaire, ça t'es obligé. Oui, d'accord. Bah oui, c'est bien ça ma question. Oui. Donc ça, c'est inclus dans son. Oui. Ok. Ça, c'est inclus dedans. T'as aussi toute la partie test. Patch test, donc en fait c'est sur des trucs qui reproduisent la peau. C'est pas testé sur les animaux, ça, hein. C'est vraiment sur des faux trucs, tu vois. Et pour tester qu'il n'y a pas de réaction, tout ça. Mais ça, c'est un peu clé en main avec le laboratoire. Mais en soi, demain, tu as le budget, tu veux créer un shampoing pour les cheveux, tu peux. Oui, et donc le faire valider par les autorités et la réglementation. Voilà. Ok. Mais en général, tous les labos proposent cette formule. À quel moment est-ce que la petite grosse La petite grosse, ouais. La petite grosse, qui est ton cabinet, si vous n'avez pas suivi, le cabinet de design et de packaging intervient? Dès le début, parce que en fait, il fallait créer. C'est eux qui ont fait notre logo aussi avant même les produits, parce que comme on a créé les produits en parallèle de la première boutique, on avait besoin d'un logo, parce qu'à l'époque, j'avais pas de logo. Sur mon blog, j'avais juste mis Label Boucle, mais il n'y avait pas vraiment de marque, quoi. On n'avait pas d'identité visuelle, on n'avait pas de couleur, on n'avait pas de typo, etc. Donc en fait, la petite grosse est intervenue au cours de l'année 2021 pour vraiment définir toute cette image aussi bien produit, e-commerce et retail, quoi. Ok. Et encore aujourd'hui, c'est eux qui font nos produits. On a sorti ce masque la semaine dernière et l'étiquette a été designée par l'agence directement. Voilà, vous pouvez le voir sur la vidéo YouTube. J'avais envie, avant même d'ouvrir ma page Instagram, j'avais dit si un jour je crée ma marque, je veux que ça apporte du bonheur dans la salle de bain. D'où toutes ces couleurs et voilà, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Je suis pas du tout une fille avec des goûts minimalistes, tu sais, très blancs, avec écrit noir comme ça. Voilà, moi j'aime les couleurs et la bonne humeur. Ouais, ça reste des couleurs douces et un peu pastel, quoi. C'est agréable. J'aime bien. Hein. C'est gentil. Formulatrice, test, production. Et comment on appelle ça, les gens qui font les formules, qui font les crèmes? Il y a un terme. T'as des usines de production, de conditionnement, des formulatrices, des... Non, il y a un terme qui m'échappe, qui vient, ok, donc ça, c'est la partie créer ta MDD. Comment tu choisis... Enfin, ta MDD, ta marque de distributeur, c'est pas ça, c'est créer ta marque, pardon. Oui. Comment est-ce que tu choisis les produits que tu lances? Donc, tu m'as dit que tu as commencé avec le gel. Oui. Aujourd'hui, il y a la crème gel. La crème gel, autant pour moi. Aujourd'hui, il y en a 6, oui. C'est ça, et ça représente 30% du chiffre d'affaires. Ouais. En ligne ou tout compris? Tout confondu. Tout confondu. Pardon, j'ai pas donné les chiffres, mais en 2023, tu fais donc 7 millions en ligne et 1,5 million dans tes 3
Studio. Exact. Dont 2 qui ont ouvert cette année ou 2023, Paris et Marseille. Paris-Marseille. Donc, comment est-ce que tu choisis les produits que tu crées sous ta propre marque ? Alors, l'objectif, c'est quand même d'avoir une gamme complète parce que quand on a les cheveux bouclés, on a besoin pour avoir, quand on se lave les cheveux, de certains produits de A à Z. Et donc, moi, mon objectif, c'était quand même là, aujourd'hui, on en a 6 et on peut répondre du coup à ce besoin d'avoir une gamme complète. Mais du coup, voilà, ça fait 3 ans que je développe et ça, c'était mon objectif. Après, il y a cet objectif d'innovation avec des ingrédients voilà, qu'on voit pas partout, des textures qu'on voit pas partout. J'essaye quand même c'est pas très intéressant de copier et de faire la même chose. Aujourd'hui, on a 350 produits sur notre site et j'essaye de me diversifier et de le faire avec toute mon expertise et ma passion et de proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on trouve déjà dans notre catalogue. Mais du coup, il y a des négos avec les autres marques. Tu vois, moi, si j'avais... Je vais le redire, une connerie. Allez, un shampoing pour boucle. Oui. Ça me ferait chier que toi qui représente une partie de ma distrie... Je prends souvent l'exemple, même si je me compare pas à eux directement, mais tu vois, Sephora, ils ont leur marque Sephora. Ça leur empêche pas d'avoir... Alors, Sephora, c'est Sephora. Se passer de Sephora oui. dans ta stratégie de distribution, c'est un peu de tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, on a des marques qui vendent plus chez nous que sur leur propre site. Ah ouais ? On est, pour la majorité de nos marques, on est leur distributeur numéro 1 en ligne. Par exemple, l'année dernière, il y a une marque qui a voulu faire un nouveau lancement de produit. Et on a eu une exclusivité pendant quelques semaines où leur produit était vendu que sur leur site à eux et sur notre site à nous. Et on a vendu plus de produits qu'eux pendant leur lancement. Et en fait, aujourd'hui, les gens, notre avantage, c'est qu'ils peuvent faire une commande où à l'intérieur, ils vont avoir peut-être 4 produits, mais de 4 marques différentes. Et aujourd'hui, le fait que Label Book soit une marque en exclusivité uniquement chez nous, ça peut les attirer de tester par exemple la crème gel. Et en parallèle, ils vont acheter les produits des autres marques. Et au final, les marques trouvent leur compte parce qu'on reste le distributeur numéro 1 pour la majorité d'entre elles. Quel est le poids de ta communauté là-dedans, de ton compte Insta, versus la notoriété de ton site ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup... Enfin, on sait que la notoriété vient d'Instagram principalement, mais grâce notamment à l'enseigne de boutiques et de salons, on voit de plus en plus de clientes qui commencent à nous connaître sans Instagram. Je le vois quand je rentre dans la boutique et que je croise le regard d'une cliente, je vois tout de suite si c'est une cliente qui me connaît d'Instagram ou une cliente qui m'a jamais vue et qui sait pas du tout qui je suis. Et limite, ça me fait plaisir maintenant quand je remarque qu'une cliente me connaît pas, parce que je me dis, elle nous connaît du coup grâce à un autre canal que Instagram, donc c'est beaucoup le bouche à oreille ou tout simplement la notoriété de l'enseigne dans la ville. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, dès que je fais quelque chose sur Instagram, la croissance des chiffres, c'est immédiat, quoi. On peut faire un très très bon dimanche juste parce que j'ai fait un live dans ma salle de bain pendant 1 heure, quoi. J'ai fait un super épisode avec une jeune femme, qui s'appelle Olivia Karoubi, qui est la fondatrice d'une boutique rue Tiquetonne à Paris qui s'appelle Les Impertinentes. Ouais. Elle a 50 000 followers et elle incarne vraiment sa boutique et tous ses produits. Et c'est vrai que quand il passe un samedi après-midi, les gens viennent la voir. Enfin, tu vois, il y a ce côté très... Donc je comprends. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'avez certainement cherché par vous-même, chers auditrices, chers auditeurs. Label Boucle, c'est quand même 250 000 followers. Oui. Label Boucle Studio, une 50aine de milliers. Oui. C'est fat comme communauté, avec un taux d'engagement qui est juste incroyable. Et encore, je suis pas sur TikTok, quoi, t'imagines? Je vais sortir de là, je vais aller faire de TikTok. Donc ta marque, on en a parlé. Les boutiques, tu décides d'ouvrir en 2021 le premier studio qui est à Lyon. Oui. Qui fait 500K la première année, c'est quand même assez incroyable. Sur 6 mois, du coup. Ouais. Ben, c'est beau. Ouais. C'est encore une fois un autre métier, mais là qui se rapproche potentiellement un petit peu de l'optique. Alors, tout à fait. Quand j'ai ouvert, vraiment, la première chose... là où j'allais chercher mes connaissances, c'était dans l'expérience que j'avais eue en tant qu'opticienne, bien sûr. Après, je suis pas coiffeuse, donc je sais dire ce que je veux obtenir comme résultat sur une cliente, mais je ne sais pas manier la paire de ciseaux et couper des cheveux, donc ça, c'est un métier aussi. Et donc, notre studio, c'est vraiment un concept où tu as la partie boutique, donc avec une vraie équipe de conseillères et de conseillers de vente où tu peux retrouver tous les produits qu'on vend en ligne, et une partie salon de coiffure avec une équipe de coiffeuses et de coiffeurs. Mais tu m'as expliqué tout à l'heure que on n'enseigne pas aux coiffeurs en France et aux coiffeuses en France à gérer la boucle, le cheveu bouclé.
Comment est-ce que tu les as sélectionnés du coup? Alors, on a eu beaucoup de chance à Lyon quand on a ouvert les premiers recrutements de trouver des collaboratrices qui étaient elles-mêmes très passionnées par le cheveu bouclé et qui s'étaient un peu auto-formées, du coup, notamment grâce à des vidéos sur YouTube, des américaines, etc. Parce que c'est pas à l'école du coup qu'on apprend. Et ensemble, on a créé la formation Belle Boucle en interne avec notre protocole, notre routine, etc. Et d'ailleurs, l'une de nos premières coiffeuses, donc, qui est là depuis le jour 1, est aujourd'hui formatrice chez nous en interne. Et donc, c'est elle qui a formé nos équipes à Marseille et à Paris et qui va régulièrement former les équipes. Mais aujourd'hui, on a notre formation en interne et notre savoir-faire qu'on développe comme ça, quoi. Vous pouvez trouver les adresses sur le site de la Belle Boucle, mais il y a à Paris, c'est 25 rue du Sentier. Oui. Studio Lyon, c'est 5 rue du Griffon. Et à Marseille, c'est 35-37 rue de la République. Ouais. C'est effectivement très sympa. Tu t'es fait accompagner d'un architecte d'intérieur, un designer. Voilà. À Lyon, on a pris un architecte à Lyon qui nous a accompagnés vraiment sur tout l'aspect concept, tu vois, un peu branding, mais retail, quoi. On est très content de l'avoir fait, mais ça nous a coûté très très cher. Je pense qu'on était un peu innocents à cette période. Puis Ça veut dire quoi très très cher? La première boutique à Lyon, en dehors des murs, on a eu la chance de pouvoir acheter les murs en plus dans les locaux de Lyon, donc on est propriétaire de la boutique de Lyon. Mais à part cet achat, ça nous a coûté plus de 500 000 €. Donc c'est très cher. Pardon, attends, il y a quelle surface? Il y a 120 mètres carrés. Oui, c'est grand quand même. Mais en comparaison, maintenant, ça nous coûte plutôt 300 000, tu vois. Une ouverture. Donc, les travaux, ameublement, ok. Mais je regrette pas parce qu'en fait, c'est eux qui ont donné le fil conducteur, tu vois, du design et de l'image, etc., qui sert ensuite pour toutes les autres. Mais maintenant, on travaille plus avec un cabinet de maître d'œuvre, tu vois, qui va plutôt déployer le concept. Mais il y a plus du tout cette notion un peu de design, voilà. Une fois que tu as fait la première, tu peux comme montrer les photos à l'archi. Oui, voilà, voilà, exactement. Et puis maintenant, on a 3 boutiques, donc c'est hyper facile. Faites-moi la même chose, quoi. Voilà. 3 boutiques. Donc ça veut dire que la première, le studio à Lyon. Bientôt peut-être. Tu l'as ouvert en 2021, 120 mètres carrés. En 2023, tu as ouvert Paris et Marseille. Ah ouais, Marseille d'abord en juillet 2023. Donc là, elle est très grande, 145 mètres carrés. Et à Paris, elle fait 110 mètres carrés. On a une surface de 100 mètres carrés en surface et on a un sous-sol qui fait la même taille. Parce qu'en fait, nous, on fait des très grands locaux sociaux. En fait, c'est connu que dans la coiffure, les coiffeuses et les coiffeurs n'ont pas beaucoup d'espace personnel. Ils mangent vite fait derrière une caisse. Ils n'ont pas d'endroit pour poser leurs affaires. Voilà. Et nous, on voulait vraiment proposer des locaux cool et confortables. Et donc, tous nos studios ont une belle cuisine, une petite salle de réunion où nos équipes peuvent manger correctement et prendre du temps à midi, quoi. Donc 3 studios à date, Lyon, Marseille, Paris dans cet ordre. C'est quoi le plan pour 2024? 2024, au moins 2 nouvelles ouvertures dans 2 grandes villes. 2 autres grandes villes? Oui. Le but, c'est vraiment d'avoir les 10 top villes de France. Et un deuxième sûrement à Paris et un deuxième à Lyon. J'allais te demander, tu vas doubler. Oui. Lyon et Paris. Ouais. Oui, c'est ça. Non, tu m'as dit Lyon et Marseille? Lyon et Paris. Ouais. Un deuxième à Lyon et un à Paris. Oui. À Lyon, vu qu'on est une entreprise lyonnaise et que beaucoup les clients savent que je suis lyonnaise et donc on a une très très forte communauté à Lyon. Et surtout à Lyon, c'est très facile quand on habite tout autour de Lyon, mais il y a des personnes même qui font 1 heure de train facile, tu vois, pour venir. T'as toutes les villes aux alentours, c'est très facile de venir sur Lyon, quoi. Ok. Comment tu vas choisir tes emplacements tes deuxièmes emplacements à Lyon et Paris? T'as demandé à ta communauté, t'as fait une enquête? Non. En fait, déjà, on a une contrainte de surface parce que 100 mètres carrés, en vrai, c'est pas si facile à trouver. Non, et c'est cher. C'est cher. On a eu la chance aussi sur Marseille et Paris d'avoir que du loyer pur, donc on n'a pas eu de droit d'entrée. Donc ça, c'était chouette parce que du coup, pas besoin d'investir, de mettre de l'argent pour ça, quoi. Donc là, c'est un peu un critère aussi. Si on peut trouver pareil pour les autres villes, ça nous arrange aussi. Mais c'est vrai que 100 mètres carrés, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc en fait, notre sélection, elle est assez courte. T'as des contraintes particulières? Non. Pour un salon de coiffure, je veux dire, non, il faut l'écoulement, moi, en fait, ce que je veux, c'est de pouvoir vraiment avoir ces 2 espaces bien distincts. C'est-à-dire, vraiment, tu rentres dans une boutique et ensuite, plus loin, dans un endroit un peu plus intime, tu as la partie salon de coiffure. Et ça, il faut pouvoir le faire dans le local, quoi.
Go pour la distri, go pour la production et les produits. On a parlé de ta marque. L'international aujourd'hui, c'est une question? Alors, on a beaucoup de clientes belges, on a 5% de belges quand même. Ok. Donc, moi, j'aimerais bien, j'imagine bien ouvrir un studio à Bruxelles, tu vois, dans peu de temps, quoi, dans les prochaines années. On a pas mal de Suisses aussi, donc pourquoi pas sur la frontière, voilà, je pense que ça sera plus facile pour commencer. Mais après, sinon, pour le moment, c'est très francophone, quoi. On livre au Canada aussi, un petit peu. Mais bon, la livraison est très chère quand même. T'as sizé un peu ton marché? Alors, il y a combien de... Aujourd'hui, on estime plus de 50% de la population n'a pas les cheveux lisses. Donc, quand on dit pas les cheveux lisses, c'est la moindre vague ondulation jusqu'aux cheveux très crépus afro. On estime? C'est toi? Il y a des études? Aujourd'hui, c'est tout le marché de la boucle qui le dit. Tu vois, les différentes marques, il y a eu des études, il y a eu des sondages dans les communautés, etc. Et c'est des chiffres qui tournent beaucoup dans la presse, etc. Après, je suis pas sûre qu'il y ait eu une vraie étude très 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 poussée. Mais voilà, c'est des chiffres qui ressortent quand même souvent. Donc t'as de la marge encore? Bah oui, le marché il est au tout début en réalité et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et sur la distribution, donc t'as tes studios, t'es en ligne. On pourrait imaginer que tu ouvres des boutiques aussi sur des marketplaces, au moins pour tes produits, t'y penses? Bah, forcément, on y pense, puis on est sollicité. Il y a pas mal de coiffeurs ou de boutiques qui nous écrivent pour savoir si on revend nos produits. Pour le moment, moi, je suis vraiment concentrée sur le réseau de l'enseigne Label Boucle, et j'ai envie, dans un premier temps, de pouvoir faire ça. Et peut-être, une fois qu'on aura maillé la France, d'ouvrir encore plus avec des distributeurs. Mais dans l'immédiat, c'est pas forcément la stratégie. Mais donc, il y a des coiffeurs qui t'appellent, ou des salons de coiffure qui t'appellent pour distribuer tes produits? Oui. Tu leur vends pour l'instant ou pas? Non. Volontairement? Oui. Okay. Parce qu'en fait, c'est quand même un savoir-faire aujourd'hui et une notoriété qu'on a développée. Et en fait, pour le moment, on n'est pas aussi assez staffé pour, tu vois, s'assurer que les produits vont être correctement présentés, utilisés. Et je veux pas pour le moment que ce savoir-faire se perde, quoi. Okay. Déjà en interne, c'est un challenge, tu vois, de pouvoir former nos équipes, de s'assurer de la qualité de ce qu'on propose, etc. Et je pense qu'il faut qu'on maintienne ça en interne avant de l'exporter en dehors. Ok. Je comprends, je pense que c'est challengeable. Ça t'étonne que je dise non à des ventes? Non, mais je comprends de rester, disons, fidèle à ton savoir-faire et ton expertise. Je me dis que tu as développé une telle communauté qu'il y a certainement une jeune femme ou un jeune homme à Pau qui va chez le coiffeur régulièrement et qui se dit tiens, ce serait cool d'avoir mes produits Label Boucle chez mon coiffeur, quoi. Bien sûr, après, tu vois, ça veut dire qu'il faut former les coiffeurs. Non, mais elle peut, tu vois, elle a déjà peut-être sa routine, sauf qu'elle va tous les 2 mois chez son coiffeur. Oui, mais moi, tu vois, aujourd'hui, dans nos studios, ça n'arrive pas qu'une cliente rentre, prenne le produit, paye et parte. Aujourd'hui, toutes les ventes durent au moins 10 minutes. Elle vient, on discute, on fait un diagnostic, elle nous raconte sa vie, on lui présente les produits et c'est un vrai échange. Et c'est ça aussi qui fait les valeurs de Label Boucle, c'est cet aspect communauté, bienveillance, discussion, échange. Et pour le moment, je suis pas prête à juste mettre mes produits dans une vitrine et que la cliente, elle rentre, elle prenne et elle parte et que la vendeuse ou la coiffeuse ne puisse pas donner de conseils parce qu'elle n'a pas été formée, par exemple. Voilà. Mais pour le moment, c'est mon état d'esprit. Après, ça peut évoluer. Enfin, ok, j'entends. C'est quoi la diff entre mettre de l'argent dans de la pub avec quelqu'un qui, à Pau, ou je sais pas, ou à Strasbourg, peu importe, va acheter le produit sur une étagère virtuelle puisqu'elle est digitale? Je sais. Bah non, mais parce qu'on peut contrôler sur notre site. On assure une part, tu vois, le conseil, on essaye de le mettre aussi en ligne, tu vois. Non, mais j'entends. Mais en vrai, t'as raison, parce que tout le monde m'en parle, mais j'ai vraiment envie... Je sais pas si j'ai raison, je pose la question. Oui, je sais pas si t'as raison, c'est vrai. 2021, c'est aussi, donc c'est une sacrée année de changement, hein. Il y a le studio Couvre Lyon, il y a la marque que tu lances, et il y a aussi ton replatforming, puisque tu passes de WooCommerce à Shopify. Oui, alors ça c'était en 2022 du coup. Ah, pardon. Okay. Donc on a, en 2021, on fait cette croissance et c'est vrai que WooCommerce, en fait, on n'arrive plus à accéder au back-office, quoi, tellement qu'il y a de commandes, tellement il y a de produits, etc. Et on est toujours à cette époque sur le WooCommerce que j'avais créé
Moi-même, on avait un dev externe, mais qui intervenait vraiment vite fait pour des petits problèmes techniques, mais il n'y avait jamais eu de refonte sur WooCommerce. Et donc, après beaucoup de discussions avec plein d'agences différentes, etc., je me décide enfin à passer sur Shopify en 2022. Ok. Et donc, passage sur Shopify en 2022, et aujourd'hui, ton CA est fait sur ce Shopify. Oui. Ok. Passons au marketing. Donc, pas d'ads jusqu'en octobre 2023. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que les 5 premières années de ta vie d'entreprise, pardon, ouais. excuse-moi, 4 premières, puisque non, 2010. Oui, on va bientôt fêter les 5 ans là. Se font sans pub. Tant mieux, oui. Surtout à l'heure de l'explosion des coûts qu'il y a eu entre 2021, 2022, 2023. Tu lances en octobre pour la saison du shopping. Ouais, Black Friday, Noël, etc. Ouais. Parce qu'on se laisse aussi influencer un peu par les agences, etc. J'ai pas ressenti que c'était un besoin. J'y suis vraiment allée par curiosité avec des petits budgets pour tester et pour commencer à obtenir un peu une culture de l'ADS que je maîtrisais pas du tout. Et j'étais vraiment très innocente par rapport à ce monde-là, en fait. Merci. Et tu le fais faire par une agence ? Oui. Comment tu l'as choisi ? Vraiment au feeling, rencontre, opportunité, chance. Donc c'est l'agence Ben et Vic qui nous accompagne, avec qui on a très bien matché à titre perso, et à qui j'ai décidé de faire confiance pour cette première expérience. Donc 3 mois d'acquise. Ouais. Ça génère combien en CA ? Sur les 3 mois, à peu près 13% du CA des 3 mois a été généré grâce à l'acquisition. Et okay. On faisait Instagram, Facebook, Pinterest, ça marche très bien, et TikTok. Instagram, Pinterest, Facebook, enfin Meta, ouais. et TikTok, avec un ROS assez hallucinant. Oui, c'était 15, je crois. Non, attends, 12,5. Ouais, tu m'as dit 12 pardon, 12. Je te pose la question, mais j'avais la réponse. Oui, t'avais la réponse, excuse-moi, je l'avais plus. 12. Non, c'est pas grave. Je te dis, je suis encore novice. Un ROS de 12. Je t'ai même demandé, est-ce que c'est bien ? Tu m'as dit, oui, c'est pas mal. Bah ouais, 12, c'est pas mal. J'avais noté 13, tu vois, mais j'étais Marseillais. Pardon pour les Marseillais. Non, c'est très bien. Et donc, un test concluant ? Oui, après... Ce que je veux dire, c'est que tu pousses sur 2024 ? Oui, là pour le moment, on souhaite poursuivre, mais j'ai pas envie d'être dépendante. Donc voilà, si je vois que les résultats diminuent, que la performance diminue, je pense que j'hésiterai pas à cut, tu vois. Je suis pas pour le moment attachée et dépendante de ça, quoi. Ça fait 280 000 € environ qui ont été générés oui. en acquis. Si tu as un ROS de 12, ça veut dire que tu as dépensé 25 000 €. Ouais, c'est ça. Sur 3 mois, ça va. Et surtout, 13% de ton chiffre d'affaires, tu n'es pas encore dépendante. En revanche... la vraie question, c'est quel est l'overlap avec ce que tu peux avoir en organique ou en naturel. Évidemment, c'est une... Comme je te disais, entre 2022 et 2023, on n'a pas eu une croissance sur le e-commerce. Voilà, on a réussi à se stabiliser, ce qui est déjà une belle performance parce qu'on sait que le marché du e-commerce n'était pas propice pour tous les marchands et qu'il y a eu beaucoup de décroissance. Donc moi, je trouve que voilà, je suis déjà fière qu'on ait réussi à se stabiliser. Et c'est vrai que l'Ads peut permettre d'aller un peu au-delà de ce plafond. Et c'est ça que je recherche aussi avec les ads, quoi. C'est de dépasser un petit peu ce seuil. Dépasser ce seuil pour aller chercher de nouveaux bassins d'audience et sortir de ton... Tu fais de l'acquise uniquement sur tes produits, pas sur ton compte. Ah si. Sur ton compte. Oui. Pardon, excuse-moi, j'aurais dû poser la question, je l'ai pas posée. En fait, on fait de l'ADS sur le compte Label Boucle et on parle de tous les produits. On parle vraiment du concept Label Boucle, donc multimarque. D'accord, mais tu vas pas chercher. Alors, on peut plus chercher de l'abonné aujourd'hui, mais c'est de la promotion de posts aussi. On en a fait sur des lancements produits. T'en as fait sur des lancements produits, donc t'as mis du média sur des posts Instagram pour les booster. Oui, ou par exemple, tu vois, à Noël, on avait fait des coffrets de Noël, ce genre de choses, Black Friday aussi. Mais donc tu boostes les posts. On a déjà fait, mais oui. Mais le principal, c'est des posts, de l'ADS qui envoie vers le site pour générer de l'achat. Ouais. Ok. Donc ça, c'est tout nouveau. On a parlé du social media, mais on n'a pas parlé des lives. Oui, tu l'as abordé rapidement en disant que tu fais plein de lives. Et d'ailleurs, pardon, en parlant de techno, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais t'as un truc qui est assez cool qui s'appelle Red. Non, Retags. R-E-E-T-A-G-S. Retags. Alors, j'imagine que ça marche aussi en mobile, mais là, je suis sur mon Mac. Vous allez sur labelbook.fr. J'ai oublié un R, labelbook.fr. Ça s'ouvre sur le
En fait, Sont marrants, tes toutes les vidéos que je poste sur Instagram se retrouvent sur ma homepage. Donc les visiteurs peuvent regarder les vidéos et en même temps, les produits que j'utilise dans cette vidéo sont associés et donc ils peuvent acheter. C'est un peu un concept de vidéo shopping, live shopping. Et on peut faire aussi du live directement sur le site. Mais mes lives Instagram fonctionnent mieux que mes lives sur le site. Mais là, Instagram vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire du multi-live. Tu live sur Insta, mais t'as ton live aussi sur ton site, sur ton TikTok, sur ton YouTube en même temps. Tellement malin, ils font du stream. Ouais, Donc ils remplacent un StreamYard ou autre, c'est-à-dire que tu vas poster chez eux. Mais on n'a pas testé encore, mais je pense que c'est un beau potentiel. C'est intéressant, Retags, hein, vous pouvez le tester. Donc c'est sur la page d'accueil, il y a une strat qui s'appelle les conseils et produits de Laurine. Voilà. Vous cliquez sur n'importe quelle vidéo et donc on voit tous les produits de la vidéo. Et j'imagine que ça c'est les autres lives d'à côté avec à chaque fois les vidéos, les liens pardon. C'est pas que des lives, t'as aussi les reels d'Instagram. Et donc on voit tous les produits qui sont associés aux reels. Retags te permet d'aller choisir dans ton catalogue, c'est ça, produits que tu importes, les produits que tu associes au live. Super, avec un lien qui renvoie vers le produit en lui-même. Oui. Retags se finance comment ? On paye. Mais un abonnement, il n'y a, a pas de fee sur le chiffre d'affaires qu'ils auraient pu générer. On paye un abonnement annuel. Hyper intéressant, à un moment où, tu me le rappelais tout à l'heure, Instagram a supprimé l'option... du shopping. En tout cas, tu peux toujours taguer des produits, mais tu n'as plus l'onglet boutique comme avant. Il n'y a plus l'onglet sur mobile, exactement. Tes apprentissages sur le live, si tu avais 3 conseils à donner ? Être dynamique. C'est vrai qu'il faut tout de suite capter. On dit souvent qu'un Reels, la première seconde compte pour capter l'attention. Un live, c'est pareil. Si on est trop lent, les gens partent. Le plus difficile, en fait, c'est de garder. Les gens vont ouvrir le live, mais le plus important, c'est de les garder sur le live. Donc, du coup, il faut aussi leur donner envie de rester jusqu'au bout. Donc, moi, souvent, je dis rester parce qu'à la fin, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Et en général, c'est vrai, puisque dans une routine cheveux bouclés, la partie la plus intéressante, c'est quand on forme ces boucles. Et donc, quand je fais une démonstration en live, et je leur dis restez jusqu'au bout parce que c'est là où vous allez apprendre le plus de choses. Et je pense que voilà, il faut être dynamique, il faut donner envie de suivre jusqu'au bout. Et je te disais, j'ai fait un live un peu dans ma salle de bain, la tête dans la baignoire dimanche dernier. En tout, il y a eu 3500 personnes qui sont passées sur le live en 30 minutes. Et on a été jusqu'à 650 personnes en simultané sur le live. Ouais. Donc en direct, il y avait au même moment 650 personnes qui étaient en train de me regarder me laver les cheveux, quoi. L'impact chiffre d'affaires direct ? Ah bah direct, franchement. Mais tu peux le mesurer, tu peux le quantifier, on parle de combien ? Là j'ai pas, mais en fait on a fait notre meilleur... c'était pour le lancement du masque du coup, et on a fait la meilleure journée de lancement. La meilleure journée de lancement, ok. Au moment du live ? Oui. Alors sur la journée du live, parce qu'après il est en replay aussi, et il y a des gens, tu vois, qui ont vu le live, et je crois qu'on a vendu, plus d'une centaine de masques avec le live. Pour l'email, tu es sur Klaviyo et tu viens de rejoindre le club, Email Club. Et oui, avec Thomas. Notre cher Thomas. Notre cher Thomas. Pédegaille. Influencé aussi, encore. Je suis très influençable. Mais il faut pas que je le dise, sinon tout le monde va m'envoyer après des demandes. Tu gères l'email qui pour l'instant contribue à 15% du chiffre, c'est ça ? Sur 2023, c'était à peu près ça, 15% du chiffre, avec les flows et les newsletters, quoi. Ok, l'objectif c'est de le faire monter à 30, ce qui est un standard. Il paraît que c'est le standard, 30%. Dans l'industrie. Ça fait pas mal de levées de croissance. Tu vises quoi, les 10 en 2024 ? Oui, alors du coup ça fait 10 avec le retail et le e-commerce, mais j'aimerais bien atteindre les 10 que sur le e-commerce. Les 10 que sur le e-commerce en 2024. Le retail l'année dernière a fait 1,5 million. Oui, en fait le retail, comme on projette d'ouvrir 2 nouveaux en 2024, oui, mais tu n'auras que 6 mois. Ça va contribuer, ça fera à peu près 6 mois. Ok. Super, c'est tout ce que je te souhaite. Est-ce que tu vas du coup lever des fonds ? Eh bien, pour le moment, c'est pas non plus notre priorité. Après, on est beaucoup sollicité aussi. Pour le moment, les banques nous suivent dans le développement de nos studios. Donc, on obtient ce qu'on souhaite déjà avec les banques. Aujourd'hui, c'est quand même une chance d'être seul sur l'entreprise avec Alexis. Donc, pour le moment, c'est pas forcément l'objectif, mais on a beaucoup de demandes. Tes chiffres 2022 n'ont pas encore été publiés sur Papers ou ailleurs, mais ils sont en ligne avec... 2022 ? Alors moi je vois 2021, mais je vois pas 2022 et 2023. 2023 c'est normal, ça vient de se finir, mais je sais pas. 2022, ton comptable, tu lui as dit d'arrêter de publier, c'est ça ? Ils font ce qu'ils veulent, les comptables.
Allez, dernière question, parce je la pose souvent et que ça touche beaucoup d'invités du panier, mais t'es toujours avec Alexis? Ah bah oui. Ok. Partner in life, 11 ans. partner in crime, 11 ans. Est-ce que tu as 3 conseils à donner sur comment travailler avec son conjoint dans une aventure entrepreneuriale qui n'est pas de tout repos? Bah déjà, je pense qu'il faut s'assurer qu'on a la même vision de la vie de façon générale. C'est-à-dire que nous, lors de nos tout premiers dates, alors qu'on avait 18 et 20 ans, on parlait déjà d'entrepreneuriat. C'était vraiment nos conversations, tu vois, au tout début. Et on avait la même vision de la vie, la même vision de l'argent, la même vision de la vie professionnelle, de la vie personnelle. Et ça, c'est très important parce que, comme tu dis, c'est assez éprouvant et tu sais pas trop où tu vas, mais il faut s'assurer qu'on y va ensemble et qu'on est d'accord sur la direction. Après, ce qui est important, je trouve, c'est de chacun avoir son domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Alexis, on n'a pas beaucoup de sujets de dispute parce qu'en fait, moi j'ai mes sujets, lui il a les siens, moi je lui fais confiance sur ses sujets, lui il me fait confiance sur les miens, et donc du coup on discute beaucoup et on peut être en désaccord, mais en général on trouve des solutions, et je pense que c'est important de pas travailler sur les mêmes sujets et de se laisser la place. Et en troisième, un petit peu la règle de dire une fois que c'est l'heure d'aller se coucher, on parle plus de travail. Voilà, c'est après manger, devant Netflix. À partir du moment où tu lances Netflix, t'as plus le droit de parler de boulot, quoi. Alors, parfois, t'as une petite urgence et tu te retrouves en train de te brosser les dents, en train de parler de ton problème de la journée. Mais je pense que ça, c'est important de pouvoir aussi avoir des moments perso où tu parles pas de boulot, quoi. Mais bon, quand c'est ta passion... Non, mais il faut savoir couper, c'est vraiment intéressant. Et surtout devant Netflix. Laurine, c'était super, merci infiniment. Je remercie encore Paul Louis, bien sûr, de cette mise en relation pour lui Bénard. Et Laurine Schein, L-A-U-R-E-E-N, oui. Schein, S-C-H-E-I-N, sur LinkedIn si vous voulez prolonger la conversation. Avec plaisir, j'aime beaucoup poster sur LinkedIn. T'aimes beaucoup poster sur LinkedIn, voilà. Ok, on retrouvait Laurine sur LinkedIn, retrouvez aussi Label Book sur Instagram et sur le site labelbook.fr pour en voir plus, en découvrir plus sur cette belle aventure. Merci de m'avoir reçu, ça m'a fait très plaisir et j'espère que ça pourra peut-être inspirer d'autres entrepreneurs. J'en suis certain. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Au revoir.